Ben, merci beaucoup. En fait, c'est ça, en fait, j'ai comme un double chapeau, là. Je suis neurologue, donc je suis à la clinique de neurofibromatose, le suivi. Puis, dans certains cas, ben, c'est ça, je suis un neuro-oncologue aussi, donc chez les patients qui ont des gliomes lymphatiques, je vais m'occuper du traitement, du suivi, puis des plexiformes également. Madame Maheu m'a demandé de vous présenter un peu les résultats d'une étude qui est sortie dans le New England Journal of Medicine, qui est, si on veut, comme c'est un des journaux les plus importants en médecine sur une étude là, qui a été menée par le CTF, là, le Children's Tumor Foundation, sur le traitement des plexiformes. Donc, c'est un peu de refaire le survol de cette étude-là, mais je sais qu'on en a déjà parlé, surtout avec Dr. Isler là, un peu plus tôt. Il y en a pour qui les plexiformes, c'est quelque chose de concret parce que soit que vous l'aviez ou soit que votre enfant l'a. Puis pour d'autres, ça reste plus quelque chose un peu que vous avez entendu parler, quelque chose qui amène des questions, mais pour mettre un peu tout le monde sur le même plan, c'est ça, comme vous savez, dans la neurofibromatose, on peut trouver des neurofibromes qui sont cutanés, mais d'autres plexiformes. Donc, quand on parle de plexiforme, c'est souvent, ça touche des nerfs ou des racines proches de la colonne. Et puis, en fait, qu'est-ce que ça correspond? C'est des tumeurs, comme on disait, c'est des tumeurs bénignes qui sont très hétérogènes. Donc, on a certains types de tumeurs qu'on sait que c'est toutes les mêmes cellules, mais les plexiformes, en fait, c'est un mélange de différentes cellules. On retrouve notamment des cellules de Schwann. C'est les cellules qui, normalement, forment la gaine des nerfs, mais qui se divisent de façon normale, qui s'accumulent. Il y a les fibroblastes, qui sont des cellules de support qui vont être anormales, des cellules vasculaires, donc ça prend des vaisseaux pour nourrir ces cellules-là, des cellules hématopoïétiques. Ça, c'est quoi? C'est par exemple, notamment des mastocytes, c'est des cellules qui se promènent dans la circulation sanguine, mais qui s'accumulent dans les plexiformes. Les mastocytes sont impliqués dans l'inflammation, dans la réaction allergique. C'est pour ça que certains patients vont notamment se plaindre de prurite, donc ça a l'air de démangeaison avec les neurofibromes. Puis ça, c'est juste l'aspect en pathologie de qu'est-ce que ça ressemble à un neurofibrome plexiforme. Tu vois que les nerfs sont gonflés, dilatés et tortueux. Donc, il y a plusieurs sous-types qui sont décrits. Ce n'est pas nécessairement bien accepté dans toute la littérature, mais grosso modo, on peut voir des fois des formes plus superficielles. Donc, il va souvent avoir une lésion, une grande tache café au lait au-dessus, ça a été hyperpigmenté, et c'est vraiment sous la peau, on le sent à ce moment-là qu'il y a des nerfs qui sont dilatés. Il y a des formes beaucoup plus nodulaires, un peu comme Dr. Reisler vous a montré, où on voit qu'il y a comme un gros neurofibrome là, bien défini, au contour relativement régulier. Puis il y a des formes qui sont plutôt invasives, diffuses, où c'est difficile de vraiment bien délimiter la lésion, comme ici. Donc, tout ce qui est blanc, en fait, c'est le neurofibrome plexiforme qui ne respecte pas vraiment les structures anatomiques normales. Donc, il peut infiltrer les muscles, les tissus graisseux et sous-cutanés. Puis on ne comprend pas exactement pourquoi un individu va développer telle forme plutôt qu'un autre. Là. Si on regarde de façon générale, si on voit une personne avec une neurofibromatose, dans la population, on va environ 20 on va pouvoir détecter un neurofibrome plexiforme. Ça, c'est basé sur l'examen plus clinique à ce moment-là. Si on fait par contre des résonances pancorporelles, comme Dr. Hessler mentionnait un peu, on peut monter jusqu'à 50 des patients avec neurofibromatose qui vont avoir des plexiformes. Leur origine, ce n'est pas encore tout à fait clair. On pense que la plupart, c'est relativement, en fait, c'est congénital, que ça apparaît très tôt au courant de la vie, puis souvent que c'est comme très discret, puis au fur et à mesure, bien, il y a une croissance, puis à ce moment-là, ça devient perceptible cliniquement. Quand on regarde la localisation, beaucoup au niveau des jambes, du thorax paraspinal, c'est-à-dire le long de la colonne, du tête, de la cou ou au niveau du pelvis à ce moment-là. Puis il y a environ 30 qui vont avoir plus d'un neurofibrome plexiforme. Puis si on regarde l'évolution, c'est souvent une croissance lente, donc tout au cours de la vie. On parle d'une moyenne d'augmentation de volume d'à peu près 3 par année, mais comme vous pouvez voir, c'est très variable. Il y en a qui vont avoir une diminution de leur plexiforme, puis d'autres une croissance beaucoup plus rapide, puis c'est souvent à ce moment-là qu'on va se demander s'il y a une transformation effectivement maligne. La croissance fait beaucoup durant l'enfance, puis lors des changements hormonaux, donc à la puberté, puis lors des grossesses, c'est là qu'on peut voir une augmentation plus importante des neurofibromes plexiformes. Puis au niveau des symptômes, il y en a beaucoup qu'on ne détecte pas parce qu'ils sont asymptomatiques, donc ils ne causent aucun symptôme, aucun inconfort. Il y en a d'autres qui vont apparaître au cours de l'enfance, souvent ceux qui sont dans les localisations plus justement au niveau du cou, au niveau du visage. Comme on peut voir, ces patients-là vont être plus symptomatiques, puis c'est relativement logique si on a une lésion d'environ 5 cm. Au niveau du cou, mais ça va être beaucoup plus au niveau de l'orbite,
qu'au niveau intra-abdominal où on a un peu plus de place à ce moment-là. Puis il y en a d'autres qui vont avoir des manifestations effectivement plus tardives là, au cours de l'âge adulte. Les symptômes, je ne reviendrai pas exactement dessus, on en a parlé un petit peu. Et puis, on a parlé aussi des risques de transformation maligne. Donc, quand on aborde les neurofibromes plexiformes au niveau des traitements, bien, il y a toujours, si on veut en oncologie, le 3 armes, il y a la chirurgie, la radiothérapie, puis la chimiothérapie. Puis, on va proposer plus une intervention, comme on avait dit, quand il va y avoir des symptômes. Si c'est asymptomatique, ça ne bouge pas, on va plus observer, on ne fera pas d'intervention. Par contre, s'il y a une perte de fonction, il y a un impact important au niveau esthétique, au niveau de la douleur ou une suspicion de transformation maligne, mais c'est plus là qu'on va vouloir faire une intervention. Puis on a parlé du traitement chirurgical, puis effectivement, je pense que souvent c'est la meilleure option si c'est accessible, si on pense qu'on n'aura pas trop de déficit associé, parce qu'on y va mécaniquement, on enlève une partie de la masse, et puis on n'a pas besoin de nécessairement soumettre à d'autres traitements par la suite. Mais ce n'est pas toujours possible. Donc à ce moment-là, il y a beaucoup de personnes qui se sont retournées vers d'autres traitements. La radiothérapie, j'en parle pas parce que c'est pas été prouvé que c'est efficace là, pour les neurofibromes plexiformes. Puis de toute façon, on ne veut pas irradier souvent ces personnes-là parce qu'il y a un risque justement, au lieu de mieux contrôler le plexiforme, qu'on entraîne justement d'autres mutations des cellules, puis qu'on finalement entraîne une transformation maligne plus rapide. Là. Donc la radiothérapie n'est pas vraiment une option pour les plexiformes. Puis après ça, il y a la chimiothérapie. Puis, il y a plusieurs molécules qui ont été tentées, en fait, au cours si on veut, des 20-30 dernières années, sans véritablement grand succès. C'est juste une liste de ce qui a été étudié, puis ça pourrait être beaucoup plus long. Il y a eu certains succès avec le PEG interféron, qui montrait une certaine réponse. Et puis, plus récemment aussi avec l'imatinib, là, que j'ai parlé brièvement. Mais c'est plus pour vous présenter l'étude vraiment qu'on va y arriver. Donc ça, c'est juste une des premières molécules ciblées, si on veut, l'imatinib, qui a démontré qu'il y a peut-être une efficacité. Ça a été beaucoup avec des case reports initialement. Ça, c'est un grand plexiforme au niveau du cou. Puis après quelques cycles, on voit que la tumeur a comme fondu. Je dirais que ça reste quand même une minorité des patients à ce moment-là. Puis l'imatinib, ça joue surtout sur les mastocytes, comme on disait, qui sont impliqués dans le plexiforme, donc d'où un peu la rationnelle pour utiliser cette médication ciblée-là. Par la suite, il y a une étude qui a été faite où on a traité une 60aine de patients avec l'imatinib. C'est des patients adultes, pédiatriques, progressifs, non progressifs. Puis on voit que, la plupart des patients n'ont pas nécessairement cette réponse spectaculaire-là, mais qu'il y en a quand même certains qui vont répondre, d'autres qui vont avoir une stabilisation, puis d'autres qui, malgré tout, vont avoir une progression. Si on arrive vraiment maintenant à ce qui a été démontré là, plus récemment dans l'étude sur les plexiformes, avec le silumitinib. Effectivement, plus ça va, plus il y a des noms qui sont un peu difficiles à prononcer, mais c'est un inhibiteur sélectif. Donc, en fait, cette étude-là qui vient d'être complétée, c'est une étude de phase 1. Et ce que ça veut dire, c'est que le but, ce n'était pas nécessairement initialement de déterminer l'efficacité, mais plus déterminer la toxicité puis la pharmacocinétique du médicament. C'est-à-dire savoir est-ce que les patients le toléraient bien, puis comment est-ce que se distribuait la médication, si on veut, dans le sang, après, par exemple, 8 heures, est-ce qu'il y avait encore des bons niveaux ou pas. Et puis, en utilisant le silumitinib, qui est un inhibiteur sélectif de MEK. Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a tout dans chacune des cellules des voies de signalisation. C'est toujours comme des messages qui sont transmis, si on veut, c'est comme un messager, un autre messager, un autre messager, puis pour différentes fonctions cellulaires, puis notamment la prolifération des cellules. Donc, par exemple, dans une tumeur, il va y avoir une prolifération anormale de ces cellules-là, puis on pense qu'on perd cette régulation-là. Donc, dans la neurofibromatose, ça c'est la protéine, en fait le gène code pour une protéine, qui finalement, par différents mécanismes, va bloquer cette voie-ci qu'on appelle la voie de MAP kinase avec RAF, MEK et ERK. Tout ça des noms un peu compliqués, mais pour dire qu'il y a une activation cellulaire via cette voie-là, puis la régulation est perdue quand on a la neurofibromatose, puis on n'a pas cette protéine-là. Si on regarde plus bas, donc le MEK chez les patients avec neurofibromatose, il est normal. Hein? Okay? Ce messager-là, il est normal. Mais on sait maintenant qu'on a des médicaments qui peuvent inhiber MEK
Et donc, si on veut rétablir, on veut la transmission normale au point de vue cellulaire. En tout cas, c'est ça qu'on pense, puis c'est l'hypothèse qui a été testée chez les patients avec plexiforme. Cette médication-là est beaucoup utilisée, si on veut, pour notamment qui est développée pour les mélanomes, parce qu'on sait que dans ce type de cancer-là, cette voie-là est également activée. Puis il y a beaucoup plus de patients avec mélanomes que de patients avec des plexiformes. Donc, pour l'industrie pharmaceutique, ils vont développer des médications justement pour ce type de néoplasie-là. Et nous, on en bénéficie indirectement. On peut l'utiliser pour d'autres types de cancers puis d'autres types de lésions tumorales. Donc, pour cette étude-là, c'était vraiment une étude pédiatrique. Okay? Donc, on suivait des enfants. Puis en parallèle, mais il en parle peu dans l'article, mais on fait aussi des tests chez les souris, des modèles de souris qui développent des plexiformes. Et puis, c'était des plexiformes qu'on considérait non opérables, qui étaient progressifs ou non progressifs. Puis ce qu'on voulait voir, c'était la réponse finalement aussi également au traitement par mesure de volume. Donc souvent, chez les tumeurs, on va mesurer le plus grand axe, c'est-à-dire d'un bout à l'autre. Mais comme vous avez vu avec Dr. Exler aussi, les images de plexiformes, c'est souvent très irrégulier. C'est difficile de mesurer juste d'un point à l'autre sans tenir compte de l'ensemble du volume. Donc, ils ont utilisé plus des mesures automatisées pour vraiment avoir une bonne appréciation de l'ampleur de la lésion puis de la réponse au traitement. Oups. Donc, ça, c'est un tableau là, très dense, mais qui décrit juste un peu la démographie des patients, leur âge, le nombre de traitements. Si on y va plus un peu en détail, donc c'est relativement des petites études quand c'est phase 1 ou 2, donc c'est 24 patients, 24 enfants, avec un âge médian de 10 ans, donc leur moyenne. Et certains très jeunes, à partir de 3 ans, puis d'autres beaucoup plus vieux, des jeunes adultes. Il y en avait 9 qui avaient un neurofibrome progressif, c'est-à-dire qui grandissait rapidement. Puis, dans les 24, il y en avait 19 qui avaient déjà eu une intervention médicale, donc justement de l'imatinib ou du PEG-interféron ou d'autres chimiothérapies. Puis 11 qui avaient eu des interventions chirurgicales à ce moment-là de résection. Puis on voit qu'il y en a qui avaient jusqu'à eu 6 agents de chimiothérapie, puis 6 chirurgies. Donc, c'est quand même des patients qui étaient suivis et déjà traités pour la plupart. Là. Donc, c'est des patients chez qui on avait déjà tenté des traitements. Le volume des plexiformes, à peu près 1,2 litres, ce qui donne quand même comme un relativement bon volume. Il y en a qui étaient très petits, on parle de 29 millilitres, donc tout petit, mais d'autres jusqu'à 8,7 litres, donc c'est immense là, comme plexiforme au total. Puis la durée du traitement n'était pas déterminée d'avance, en fait, c'est-à-dire que une fois qu'on commençait, les patients qui avaient eu un neurofibrome progressif pouvaient continuer jusqu'à temps qu'ils ne tolèrent plus. Et puis chez ceux qui étaient non progressifs, ils pouvaient continuer aussi de façon indéterminée tant qu'il n'y avait pas une progression à ce moment-là. Puis en moyenne, quand on a remporté l'étude, les patients avaient été traités pour 30 cycles. Puis un cycle, c'est 28 jours, donc c'est à peu près 1 mois. Donc c'est près de 3 ans que ces patients-là ont été traités. Mais il y en a qui étaient traités, comme on voit, presque jusqu'à 5-6 ans. Donc, quand on est étude de phase 1, on essaie souvent de déterminer la dose qui est tolérée. Puis la dose qu'on a déterminée, c'est une dose un peu intermédiaire qui a été rapportée aussi pour le gliome des voies optiques. Et ça sont comme aussi ajustés avec ce qui était dans la littérature. Puis ça correspond à peu près à 60% de la dose adulte. Là. Les effets secondaires qu'on a notés, puis qu'on voit avec les autres inhibiteurs de MEK, c'est qu'il y a un rash, un peu comme de l'acné qui apparaît, qui peut être quand même assez réfractaire, mais qu'avec des médicaments, notamment des crèmes, des antibiotiques, on peut un peu mieux contrôler. Gastro-intestinaux, surtout beaucoup de diarrhée, par exemple. Il y avait noté une augmentation des CK, de la créatine kinase. Ça, c'est un enzyme dans les muscles. Puis des fois, on peut avoir des inconforts musculaires, mais chez la plupart des patients, c'était asymptomatique. Puis on sait que ça peut avoir un certain impact sur la fonction cardiaque. Donc, c'est des patients chez qui on fait des échos cardiaques puis des électrocardiogrammes, mais c'était rapporté chez juste un patient dans leur étude, puis qui était asymptomatique à ce moment-là. Dans l'ensemble, si on veut, c'était relativement bien toléré, mais à cause des effets secondaires, chez environ 50% des patients, il a fallu comme réduire la dose qu'on avait initialement mise en place. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde la réponse. Donc, comme on sait surtout que ces patients-là répondent habituellement pas très bien aux thérapies, qu'il y a souvent une progression, avec cette molécule-là, il y a 71% des patients qui ont une réponse dans leur volume d'au moins 20%. Ce que ça veut dire, c'est que
Si on prend le volume, il y avait une diminution de 20 chez la majorité de ces patients-là. Puis ça, c'était également vu chez les patients chez qui il y avait une progression, même si on voyait qu'il y avait une évolution de leur tumeur. Une fois qu'on les mettait sous médication, il y avait une diminution de leur volume de façon significative. Ils ont mis les résultats de leur souris aussi, qui finalement correspondent à ce qu'on voit chez les enfants. Puis en moyenne, on voyait une diminution d'environ 31 du volume des plexiformes. La réponse n'arrivait pas toujours à l'introduction de la médication, mais plutôt après 20 cycles, donc presque après 2 ans, c'est là qu'on voyait le maximum de réponses à ce moment-là. Il n'y a aucun patient qui a eu une progression, si on veut, lors de l'introduction de la médication, ce qui est exceptionnel. Il y a d'autres facteurs, mais qui n'ont pas pu être significatifs compte tenu du petit volume de patients, puis que ce n'étaient pas des données qui rapportaient non plus, mais les patients rapportaient spontanément une amélioration au niveau de leur douleur, amélioration au niveau cosmétique, comme vous allez voir des images, puis une amélioration au niveau de la fonction neurologique. Donc ça, c'est un peu ce graphique-là, en fait, ça s'appelle comme un waterfall plot. En fait, ça veut dire juste c'est qu'il y a la ligne ici, à 0, puis tout ce qui est en bas de la ligne, c'est une réponse. C'est la meilleure réponse là, qui a été évaluée. Donc, ça, c'est en pourcentage, 10 de diminution, 20 de diminution, 30 40 et chaque barre correspond à un patient. Donc, on voit que tous les patients sont en dessous de la barre, donc tous les patients ont quand même une réponse au traitement. Habituellement, avec les traitements, tout type de chimiothérapie pour n'importe quel cancer, ce n'est pas la distribution qu'on va voir. On va voir des patients qui vont progresser, puis d'autres patients qui vont avoir une diminution. Tandis que dans cette étude-là, tous les patients, finalement, ont une certaine réponse, là, ce qui est exceptionnel. Hein. Et ça, c'est comme toutes des petites courbes pour montrer chacun des patients. Puis ce qu'on voit qui est intéressant, c'est qu'il y avait les mesures du volume de ces patients-là avant leur traitement. Donc, par exemple, ici, c'est tous des patients. Par exemple, si on prend la ligne rose, c'est un patient qui avait des progressions de son plexiforme, qu'on mesure 5 ans auparavant, puis on voit que ça progresse, puis ce patient-là, on peut se douter qu'il y a eu différentes interventions, mais malgré tout, ça progresse, jusqu'à temps qu'on arrive ici au point 0 où on commence le sulimétinib, puis qu'on voit qu'il y a une diminution importante au niveau du volume à ce moment-là. Puis on voit que pour l'ensemble des patients, c'est un peu la tendance qu'on voit. En haut, ici, c'est les patients qui n'ont pas eu de diminution de leur dose, hein, avec les différentes concentrations de médication qui ont été utilisées. Quand on regarde les patients qui ont eu des modifications de dose, on voit quand même qu'il y a eu également des réponses à l'introduction de la médication, mais des fois, par la suite, il y a eu une progression malgré tout suite à la réduction. Ça, c'est l'exemple d'un patient. Okay? Donc, on a la progression de la tumeur jusqu'à temps qu'on introduise la médication, puis on a une diminution importante du plexiforme. Ça, c'est sa résonance magnétique au début, après 5 cycles, donc après 5 mois, puis après 10 cycles. Donc, on voit que sans prendre de mesure, il y a quand même une certaine diminution là, de tout ce qui est blanc ici, comparativement à là. Ce qui est plus marquant, c'est quand on prend des photos du plexiforme, donc ici, puis là, après 5 cycles, puis après 10 cycles. Donc, pour cette patiente-là, c'est sûr que ça fait une différence majeure au point de vue esthétique et au point de vue de la fonction. Ici, c'est juste pour vous montrer un peu l'évolution également d'un patient, chez qui on avait toujours une progression du plexiforme. On commence le traitement, une réponse très rapide, et ce patient-là, c'est lui qui a de la dysfonction cardiaque. Donc, ils ont arrêté la médication à cause de la toxicité, puis on voit que dès que, par contre, qu'on a arrêté la médication, il y a une reprise rapide du volume du plexiforme. Puis quand, au niveau cardiaque, tout s'était un peu replacé, on a recommencé la médication, puis on voit qu'il y a encore une réponse assez spectaculaire au point de vue de son plexiforme. Donc, si on regarde les données de cette étude-là, je pense que de façon générale, c'est le sulimétinib, puis on peut penser aux autres inhibiteurs de MEK, parce qu'il y en a d'autres, qui sont un avenue intéressante là, pour les traitements des neurofibromes plexiformes. C'est la première fois qu'on utilise une molécule qui montre qu'il y a vraiment une efficacité importante pour contrôler la progression, puis on observe une diminution du volume des neurofibromes plexiformes. Et puis c'est une molécule ciblée à ce moment-là. Donc c'est vraiment comme une avenue intéressante. Ça va être intéressant de voir les études de phase 2 puis de phase 3, puis de voir justement à plus long terme un peu c'est quoi la réponse, si cette réponse-là se maintient. Les questions qui sont soulevées par contre avec cette étude-là, c'est que la durée du traitement. Donc on a vu que la moyenne du traitement c'est 30 mois, mais d'autres qui étaient à 5 ans.
On peut penser que ces patients-là, finalement, risquent d'être sous cette médication-là pendant de nombreuses années. Ça peut être 10 ans, 15 ans, 20 ans. On ne le sait pas si finalement on est capable d'arrêter cette médication-là sans qu'il y ait de reprise de la progression du neurofibrome plexiforme. C'est ce qu'il va falloir le combiner avec d'autres molécules, ça on ne le sait pas. On ne sait pas non plus vraiment les effets secondaires à long terme, surtout en pédiatrie, c'est-à-dire qu'on voit que c'est relativement bien toléré, des diarrhées, des choses comme ça, c'est des choses transitoires, mais est-ce que ça a un impact 10 ans plus tard au point de vue de la fertilité, au point de vue de la croissance, au point de vue de développement de d'autres cancers? Par exemple, on sait qu'il y a certains inhibiteurs, si on veut un peu plus haut dans la voie, qu'on appelle le BRAF, qui peuvent donner des carcinomes basocellulaires. C'est des tumeurs bénignes de la peau, mais il reste que quand même, on développe des complications au traitement à long terme avec ces inhibiteurs-là sélectifs. Puis il y a une question qui est toujours un peu délicate, un peu bureaucratique, mais quand même un impact là, sur le traitement, c'est le coût. Si on prend un inhibiteur de MEK, là, le sulimétinib n'est pas encore nécessairement commercialisé, ça risque de s'en venir, mais un autre inhibiteur de MEK, on parle d'un coût de 80 000 par année. Là, c'est qui assume le coût? Il y a certaines assurances privées qui le font, mais souvent partiellement. Ça, c'est ceux qui ont les excellentes assurances privées. Il y en a beaucoup qui ne couvrent pas. La RAMQ ne couvre pas. Comme c'est par la bouche, les hôpitaux ne couvrent pas non plus. Donc, ça vient, même si pour certains patients qu'on aurait un gros neurofibrome plexiforme qui progresse, bon, ça serait indiqué, mais c'est de savoir comment est-ce qu'on va couvrir, comment est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à la médication. Certaines compagnies pharmaceutiques qui l'offrent en compassion, c'est-à-dire qui offrent gratuitement la médication. Je pense que c'est ça qu'on va essayer de faire avec le sulimétinib, mais ce n'est pas garanti que ça fonctionne à chaque fois. Donc, c'est un peu le défi. Donc, il y a des molécules qui sont disponibles avec des résultats intéressants, mais ce n'est pas toujours possible d'avoir accès de façon concrète à la médication. Je pense que ça va venir, mais pour le moment, on est un peu on a des données super intéressantes, mais des fois, on ne peut pas toujours appliquer directement là, ce qui a été finalement fait, puis on ne peut pas nécessairement commencer tout de suite. Ce qui, des fois, nous pose dans une situation un peu difficile, mais je pense que graduellement, on va avoir accès de plus en plus à ces molécules-là. Voilà, c'est juste un peu de faire le survol par rapport à l'étude qui a été publiée. Je pense que c'est vraiment des données qui sont encourageantes, malgré tout. Puis en terminant, je voudrais juste remercier les personnes qui travaillent avec moi à Sainte-Justine, notamment Lucie Côté, qui est l'infirmière pivot de la clinique, Mme Gagnon, qui travaille avec nous également pour les patients, pour l'évaluation du profil cognitif, tous les autres intervenants, parce que comme Louise mentionnait, ça prend plusieurs personnes pour le suivi de ces patients-là. Je voudrais remercier aussi la NFQ pour toute l'implication auprès des patients, le fait d'organiser des conférences comme aujourd'hui. Puis merci aux parents puis aux patients de participer. Là. Sans vous, je pense qu'on ne serait pas rendu où on est maintenant. Là. Donc voilà. Merci beaucoup.